6 milliards de caméras nous observent. Dans la rue, sur nos lieux de travail, dans nos maisons. Elles capturent des images qui semblent impossibles. Ça défie les lois de la physique. C'est hallucinant. Des experts procèdent à des analyses approfondies de ces phénomènes inhabituels. Il y a forcément une explication à tout ça. Dans cet épisode, un prédateur des temps anciens est-il réapparu? Une bête de cette taille doit avoir un appétit féroce. Cette locomotive conduit-elle tout droit en enfer? On s'attend à voir le diable au poste du conducteur. Et un tourbillon maléfique dévore tout ce qui est à sa portée. Si on tombe à cet endroit et qu'on se fait aspirer, on n'en ressort pas. Des phénomènes bizarres. Des mystères filmés. Que se cache-t-il derrière ces étranges évidences? Tout de suite, 3 amis partis pêcher sur un lac assistent à une apparition lugubre venue des profondeurs. C'est un monstre des mers. Par là. Cette créature est énorme. C'est un monstre. Et il se dirige au milieu des 2 bateaux. Un prédateur tout droit sorti de Jurassic World a-t-il pu réapparaître aujourd'hui? Cela s'est passé en février 2013 à Lough Foyle, en Irlande du Nord. Plus de 100 000 habitants peuplent les berges de cet énorme lac que forme l'estuaire rejoignant l'océan Atlantique. La population locale dépend essentiellement de ce lac. Mais beaucoup sont inquiets de ce que ces profondeurs pourraient cacher. Conal Melarkey et 2 de ses amis décident de partir pêcher une journée sur le lac. C'était une journée plutôt belle. On a détaché nos bateaux du quai de Lisahali et on a navigué pendant 15-20 minutes. La journée commence sans encombre. Jusqu'à ce que mon ami Mathieu nous crie « Regardez, un monstre marin !» Une créature terrifiante surgit à la surface. Alors on se retourne et on voit cette mystérieuse créature qui glisse très rapidement sur l'eau. Alors que la forme massive s'approche de leur fragile embarcation, la panique s'empare des pêcheurs. Je n'avais jamais vu ça. Ils prennent alors conscience du danger qu'ils encourent. Elle aurait très bien pu nous renverser et nous entraîner vers les profondeurs de la mer. D'autres riverains signalent cette créature. Les histoires de monstres naviguant dans les eaux de Lough Foyle sèment la peur. Les images filmées par les jeunes hommes laissent les experts perplexes. C'est une créature énorme, bosselée et sombre. Elle me rappelle Moby Dick. Si une créature pareille s'en prenait à des personnes ou à un bateau, il pourrait y avoir des conséquences graves. Est-ce un serpent des mers? Un monstre marin? Qu'est-ce que ça peut être? Beaucoup craignent que la légende locale ne soit vraie. On dit que les eaux sombres de Lough Foyle abritent des monstres. Selon certains riverains, les profondeurs marines dissimuleraient un royaume. Lough Foyle est l'entrée des enfers. C'est le royaume des morts. Il serait gardé par un dieu féroce, Manannán mac Lir, le dieu des mers irlandais. Il peut prendre un tas d'aspects différents, y compris celui d'un monstre. C'est un dieu. Il a tous les pouvoirs. Mais d'autres penchent pour une explication plus rationnelle. Daniel Davis, colonel à la retraite, pense qu'il pourrait s'agir d'une invention humaine très dangereuse. Ça présente les caractéristiques d'un sous-marin lorsqu'il descend en profondeur. Aucune base sous-marine n'est répertoriée en Irlande du Nord. Mais Billy Kelly, historien, a une théorie effroyable sur la provenance possible du sous-marin. C'étaient des monstres présents dans ces eaux, il n'y a pas si longtemps. Et ils ont fait des milliers de victimes. Les sous-marins nazis, les U-boats. Ce sous-marin faisait partie des armes les plus dévastatrices sur les mers. Chaque U-boat transportait 22 torpilles, et une seule suffisait à réduire un bateau en cendres. Des milliers de bateaux alliés ont été coulés et près de 66 000 personnes ont été tuées dans ces attaques pendant la guerre. À la fin de la guerre, les U-boats capturés ont été conduits au port de Londonderry, à travers Lough Foyle. Ceux qui étaient en bon état ont été gardés en guise de trophée.
Les autres ont été tractés à travers le lac et certains ont coulé dans ces eaux. Sur les 116 U-boats qui sont passés à travers les eaux de Loch Foyle, 60 ont coulé avant d'en repartir. Quelque chose a pu se rompre et le faire remonter à la surface aujourd'hui, 70 ans plus tard. Les carcasses rouillées de ces sous-marins reposeront à tout jamais dans les profondeurs marines, leurs torpilles représentant toujours un danger. La plupart d'entre eux ont toujours des munitions, et ça représente une menace pour quiconque les trouverait. Des munitions nazies échouées sur les côtes irlandaises ont fait des victimes par le passé. Il y a quelques années, des enfants ont été tués par une mine allemande qui a explosé lorsqu'ils l'ont trouvée sur la plage. Une torpille d'un U-boat abandonné pourrait causer une tragédie similaire. Si ça avait été une torpille, les jeunes hommes auraient été en grand danger. Mais Billy Kelly ne croit pas à la théorie de la torpille. Après tout ce temps, le mécanisme d'une torpille aurait été complètement rouillé et elle n'aurait jamais pu se propulser à travers l'eau. Rhea Montis, folkloriste, examine alors les images. Selon elle, les légendes de monstres marins pourraient être basées sur des faits historiques. C'est peut-être une créature préhistorique. Des restes de reptiles préhistoriques aquatiques ont été retrouvés le long des côtes d'Irlande du Nord. À proximité de ces côtes, on a retrouvé un crâne d'ichthyosaure vieux de 200 millions d'années. Les ichthyosaures étaient des reptiles prédateurs, d'une apparence semblable aux dauphins, mesurant entre 2 et 4 mètres de long. Or, l'analyse des images a révélé que la partie émergente de la créature mesurait presque la moitié de l'embarcation de 3 mètres. Si ce n'est que le dessus de sa tête, l'animal doit être plus grand qu'un ichthyosaure ou même qu'un plésiosaure. Est-ce qu'on a affaire à un monstre aquatique tout droit sorti de Jurassic Park, surgissant des profondeurs du lac? Pourrait-il s'agir du prédateur préhistorique légendaire, le mosasaure? Il est vif et a de grandes mâchoires. Il règne sur les océans. On veut comprendre pourquoi cette collision-là survient. On a la responsabilité pour le coroner d'expliquer les causes. Il n'y a aucune trace de freinage. On est à la recherche de la vérité. Enquête collision, dès le 11 avril 19h30, à Canal D. Une créature émerge des profondeurs du lac devant des amis partis pêcher. Sa forme n'est pas sans rappeler le mosasaure, un prédateur reptilien aquatique. À l'époque, il n'y avait pas de requins. C'étaient des reptiles aquatiques gigantesques qui régnaient sur les mers. Le mosasaure est l'un des plus grands prédateurs aquatiques qui ait jamais existé. Les fossiles retrouvés ont révélé qu'il pouvait atteindre 17 mètres de long et peser plus de 13 tonnes. Plus de 2 fois la taille du grand requin blanc. Une bête de cette taille doit avoir un appétit féroce. Il mangeait des plésiosaures au petit déjeuner et réduisait les requins en charpie. Pourrait-il s'agir de l'un d'entre eux, en quête d'une proie? Si une créature pareille s'en prenait à des personnes ou à un bateau... Un coup de mâchoire, et c'est fini. Mais d'après Eric Hovland, même si ces monstres préhistoriques avaient survécu, ils ne pourraient pas vivre ici. Le mosasaure vivait dans les mers chaudes le long des côtes. Il y a bien une côte à cet endroit de l'Atlantique Nord, mais l'eau est trop froide pour abriter un mosasaure. Danny Washington, biologiste marine, se penche sur la vidéo et réfléchit à l'éventualité que cette mystérieuse créature pourrait être une espèce aquatique de la région. On a déjà vu des orques passer dans ces eaux. Et il y a de grandes chances que ce soit une orque. Les orques sont les prédateurs des mers les plus redoutables aujourd'hui. Elles chassent volontiers les baleines de plus grande taille et les tuent. Elles ont le même mode opératoire qu'une meute de loups. Elles agissent en groupe pour attraper une proie plus grosse. Bien qu'on n'ait jamais répertorié d'attaques en mer, les orques en captivité ont fait plusieurs victimes. Des études ont révélé que retenir ces animaux confinés les rendait fous. Aux États-Unis, une orque du nom de Tilikum a fait 3 victimes. En 2010, devant des spectateurs terrifiés, la dresseuse d'orques Dawn Branchaud a été entraînée par Tilikum vers le fond de la piscine, où elle a été scalpée et noyée.
L'environnement confiné du lac Foyle pourrait-il déclencher ce genre de comportement psychotique? Eric Hovland se penche de nouveau sur les images et remarque un élément qui remet en question la théorie de l'orque. Chez une orque, la caractéristique la plus visible, c'est sa nageoire dorsale. Où se cache-t-elle? Je ne la vois pas. Les scientifiques ne parviennent pas à trouver d'explication formelle pour ces images. Mais la population locale est convaincue que le lac abrite une mystérieuse créature. Pour moi, c'est une créature marine inconnue. Ces images soulèvent la question de ce qui vit dans ce lac, de notre méconnaissance de la mer et de ce qu'elle abrite. Tout de suite, dans une vallée sombre au beau milieu de la nuit, une locomotive à vapeur gravit une colline. En projetant des flammes. Mais pourquoi ce train est-il en feu? Les experts craignent qu'une catastrophe ne soit sur le point de se produire. Ce train est un piège mortel. Il peut exploser ou prendre feu à tout moment. Ou bien s'agit-il d'un train lancé sur les rails de l'enfer? On s'attend à voir le diable au poste du conducteur. Décembre 2016. Dans la province de Xinjiang, au nord-ouest de la Chine. C'est ici que l'ancienne route de la soie sillonnait les vastes paysages de nature inhospitalière du désert de Gobi. Le grondement d'une locomotive vient rompre le silence du désert. Un voyageur, attiré par cette lueur étrange, capture ces images incroyables. On dirait un train tout droit sorti de nos cauchemars. C'est une technologie rudimentaire. Le train rejette de la fumée noire, des étincelles et des flammes. C'est effrayant. Les experts craignent pour les passagers. Je ne comprends pas pourquoi les techniciens ne l'ont pas arrêté ou n'ont pas communiqué pour prévenir qu'il y avait un problème. Ils l'ont forcément vu. Ils crachent des étincelles partout. Le train en feu continue sa progression. On dirait un train d'enfer. Les habitants de la région craignent qu'il ne s'agisse d'un train démoniaque venu dérober leurs âmes. Dans les croyances chinoises, les âmes égarées sont emmenées au Diyu. Il y a 18 niveaux de purgatoire. Chacun a ses propres tortures, correspondant aux péchés commis par les défunts. Ainsi, les médisants se font couper la langue. Il y a la chambre du démembrement par sciage, où ceux qui ont brisé des mariages se font couper les doigts. Ceux qui ont abusé de leur pouvoir sont écrasés et pulvérisés contre une meule. Les hypocrites et les fauteurs de troubles, eux, sont conduits dans la chambre des chaudrons d'huile. Les pécheurs sont cuits dans ces chaudrons pour l'éternité. Certaines personnes, en Chine, pensent que ce train conduit tout droit dans ces chambres de torture. Ce qui m'allume dans ce travail-là, c'est surtout la liberté qu'on a. Quand je travaille, c'est des vacances. C'est pas tout le temps facile, mais ça fait partie de la game. Vie de chantier, nouvelle génération. Dès le 10 avril, 19h30, à Canal D. En Chine, une caméra capture des images d'un mystérieux train en feu. Les habitants de la région craignent qu'il ne s'agisse d'un mauvais présage. Cette locomotive est-elle sur le point de déclencher une catastrophe? Ken Hanson, chimiste, examine les images. Il redoute que les braises projetées ne mettent le feu à toute la vallée. Dans la chaudière d'une locomotive à vapeur, la température dépasse souvent les 1000 degrés. À cette température, on peut faire fondre du cuivre, de l'or, de la fonte. Donc les projections pourraient tout à fait mettre le feu. Les flammes pourraient-elles être causées par la présence de quelque chose dans l'air? Selon Jeff Wise, journaliste, la réponse pourrait se trouver dans l'industrie régionale. Dans cette région de la Chine se trouvent de vastes mines de charbon à ciel ouvert. Les mines de charbon de Sandaoling ont transformé cette partie du désert de Gobi en friche industrielle, un véritable enfer des temps modernes. Cette industrie exploite les derniers trains à vapeur en usage dans le monde. Dans des mines de charbon à ciel ouvert, on peut se retrouver entouré d'énormes nuages de poussière de charbon qui stagnent dans l'atmosphère. Le pire, ce serait que ce qu'on voit sur ces images résulte du train qui met le feu aux particules se trouvant dans l'air.
Matt Kutcher, ingénieur, a mis au point une expérience pour tester cette théorie. On va prendre de la poussière inflammable, la projeter dans l'air et voir si elle peut prendre feu. On verra si le résultat est similaire aux images de la vidéo. Ça promet d'être sympa. Cette expérience est tout à fait inédite pour Matt. Inutile de dire que la réaction pourrait être explosive. C'est tellement dangereux qu'il a appelé les pompiers en renfort pour arroser la pelouse sèche aux abords et limiter les risques de brasier incontrôlables. Matt place une charge hautement explosive sous le sac de poussière. Cela va projeter la poussière dans les airs, recréant ainsi les conditions existantes dans la vallée en friche des mines de charbon. C'est ça qui mettra le feu et jouera le rôle du train. Boum! Matt allume la mèche et court se mettre à l'abri. 3, 2, 1. Bravo. La réaction ne dure qu'une seconde, mais le ralenti révèle une preuve cruciale. Dans un premier temps, la poussière est projetée dans le ciel. Puis l'allumage provoque une boule de feu encore plus grande que sur la mystérieuse vidéo. L'allumage déclenche une réaction en chaîne. Ça enflamme toute la poussière présente dans l'atmosphère, pas seulement une fraction. Si on compare ces images à celles du train, la différence est nette. Le train, lui, projette des milliers de braises incandescentes qui retombent, alors que l'expérience de Matt donne lieu à un nuage explosif de flammes qui consume tout instantanément. Ça ne peut pas être ça. S'il y a des particules de poussière dans toute la vallée, il y aurait eu une explosion gigantesque. John Bush, ingénieur ferroviaire, est appelé en renfort sur l'enquête. J'ai travaillé sur des locomotives à vapeur pendant 40 ans. Je n'avais jamais vu de telles images. Selon John Bush, les flammes pourraient être causées par le combustible du train. C'est un chemin de fer qui relie une mine de charbon. Alors ils doivent prendre ce qui leur tombe sous la main pour alimenter la locomotive. Une grande partie de ce charbon de basse qualité est réduit en poussière. Contrairement aux morceaux de charbon, elle est assez légère pour être aspirée dans l'air et rejetée par la cheminée. À l'extérieur de la cheminée, les particules brûlent encore. Selon Jeff Wise, la théorie de John Bush tient la route. C'est une mine à charbon, donc ils ont du combustible à volonté pour les trains. Mais ils ne vont pas utiliser la bonne marchandise. Ils se servent des restes qui ne sont pas vendables. Mais selon John Bush, utiliser des résidus de charbon pourrait avoir des conséquences dramatiques. Par le passé, il y a eu quelques locomotives qui ont pris feu. Là où je travaillais, un train avait réduit la ville en cendres dans les années 1890. Ces incendies peuvent être mortels. Tout de suite, un avion figé dans le ciel. Cet avion commercial est paralysé dans le ciel. C'est comme si on avait appuyé sur le bouton pause. S'agit-il d'une expérience technologique? A-t-on découvert l'antigravité? Que nous cache l'armée? Ou bien notre réalité est-elle en train de s'effondrer? On dirait qu'il y a un bug dans la matrice. Ça s'est passé en 2010 aux Pays-Bas. L'aéroport d'Amsterdam Schiphol est le 3e aéroport le plus fréquenté d'Europe. Chaque année, plus de 63 millions de passagers et des centaines de milliers d'avions passent dans cet espace aérien très encombré. Mais par une journée calme et ensoleillée, un de ces avions ne bouge pas. La caméra filme cet avion qui semble flotter en apesanteur au-dessus d'un bois. Ces images sont incompréhensibles. Comment un avion peut-il être figé dans les airs? L'avion semble défier les lois de la gravité. Il faut une force incroyable pour maintenir un avion de 300 tonnes dans les airs. Le principe de la portance repose sur le fait que l'avion avance à une certaine vitesse pour acquérir de l'altitude. Ça marche comme ça, et ce principe est immuable. Cela demanderait une telle force de maintenir cet avion sur place dans les airs que c'est impossible. Cette vidéo a-t-elle saisi une brèche dans le continuum espace-temps?
C'est comme si le temps s'était arrêté pour cet avion. Ou s'agit-il d'une preuve que notre réalité n'est pas celle que nous croyons? Quand on découvre cet avion qui est figé dans les airs, on se dit « Non, mais c'est pas possible, il devrait tomber. » Mais pourtant, il est là, devant nos yeux. Peut-être qu'on vit dans une matrice. Michio Kaku, physicien théoricien, a étudié la possibilité que notre réalité soit en fait un programme informatique contrôlé par un pouvoir supérieur. La technologie informatique est si avancée qu'on peut simuler des mondes imaginaires et des réalités virtuelles. Donc, on est en droit de se dire, peut-être que l'univers même n'est qu'une illusion. Peut-être que rien autour de nous n'est réel. Partout dans le monde, on a signalé des bugs dans la matrice. Un garçon fait tomber un bocal qui disparaît avant de toucher le sol. Une pièce disparaît d'une maison, mais ses occupants en conservent pourtant le souvenir. Une femme reçoit un appel d'elle-même. Cet avion en lévitation serait-il un nouvel exemple de bug dans la matrice? Dans la matrice, on peut défier les lois du mouvement, parce que ce n'est qu'un programme. La réalité peut être reprogrammée. Est-il possible que l'on vive dans une réalité virtuelle qui peut être modifiée par une ligne de code? Et si c'est le cas, qui la contrôle et dans quel but? Cette idée est prise très au sérieux. Elon Musk, qui a fait fortune dans les technologies, financerait même une recherche scientifique pour nous sortir de ce programme et voir ce qui se cache derrière. Mais jusque-là, aucun scientifique n'a pu prouver ou réfuter la théorie de la matrice. Je pense que c'est la première fois que j'en parle. Elle s'est fait offrir une opportunité pour réaliser ses rêves, puis elle a voulu jouer, puis elle s'est brûlée. Comment qu'elle a pu se laisser embarquer là-dedans? Cocaïne, prison et likes, la vraie histoire d'Isabelle. Vendredi 20h à Canal D. Un avion est filmé figé dans les airs, dans la banlieue d'Amsterdam aux Pays-Bas, défiant ainsi les lois de l'aérodynamique. Selon Carlo Munoz, analyste du renseignement militaire, ces images pourraient révéler une expérience sans précédent. L'avion sur ces images est un Boeing 747. On le connaît surtout comme avion de ligne, mais il existe aussi une version militaire de cet avion. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'il s'agit peut-être d'une nouvelle technologie militaire testée par Boeing. Les avions capables de faire du surplace ont révolutionné la guerre. Dans les années 60, on a inventé le Harrier Jump Jet qui peut décoller à la verticale. Le Harrier a été le premier d'une série d'avions de guerre redoutables, pouvant décoller à la verticale. L'un des puissants atouts du Harrier, c'est sa capacité à pivoter en un instant et à retourner la situation. L'armée a développé de nouveaux avions pour des fonctions différentes. Si on pouvait faire planer un si gros avion au-dessus d'un endroit, ça changerait la donne pour les armées du monde entier. Cette technologie pourrait très bien être mise au point par une puissance ennemie avant les États-Unis, qui ne la découvrirait que lorsqu'elle serait utilisée contre l'armée américaine. Si c'est le cas, ces images pourraient alors annoncer une invasion prochaine. Mais Marna Kagel, experte de l'aérospatiale, détecte un élément qui contredit cette théorie. C'est un Boeing 747 qui pèse plus de 300 tonnes. Il faudrait au minimum 2 fois plus de réacteurs pour lui permettre de faire du surplace. Donc il n'y a aucun doute qu'il ne fait pas de surplace. Les images sont envoyées à Jade Lovell, journaliste scientifique. Cet avion me fait penser aux oiseaux qui planent dans le vent. Mais je me demande si ici, le vent est assez fort pour maintenir un avion sur place dans le ciel. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des planeurs militaires gigantesques ont été utilisés pour le débarquement. Le Waco CG-4A, mesurant 15 mètres de long, était capable de transporter en vol jusqu'à 13 soldats ou un véhicule de 250 kg. Les planeurs restaient en suspension parce qu'ils se déplaçaient, ce qui permettait à leurs ailes de générer la portance. Mais cet avion-là ne bouge pas. En y regardant de plus près, Marna Kagel s'aperçoit que le train d'atterrissage a été déployé. C'est un élément clé pour comprendre ce qui se passe.
Apparemment, cet avion va se poser, donc il doit voler à environ 270 km/h. C'est au cours de la phase d'atterrissage que les avions sont les plus vulnérables aux vents violents. Les vents de travers violents peuvent facilement faire vaciller un avion de 300 tonnes. Ils peuvent même provoquer un crash. En 1985, un cisaillement de vent a provoqué le crash du vol 191 de la Delta Airlines sur le point d'atterrir à Dallas. 137 passagers et membres d'équipage ont trouvé la mort. On sait qu'un vent de travers peut provoquer un crash. Mais un vent de face peut-il stopper la progression d'un avion? Il faudrait que la vitesse du vent soit supérieure à 270 km/h. Et on parle d'ouragan à partir de vent à 160 km/h. Donc il faudrait qu'il y ait un ouragan. Et on voit bien que ce n'est pas du tout le cas. Connor McCourt étudie le mouvement de l'autre véhicule, c'est-à-dire la voiture où se trouve la caméra. Ce qu'on voit, c'est une illusion d'optique. C'est notre esprit qui nous joue un tour. C'est seulement en regardant la scène du dessus qu'on peut réaliser les distances. La voiture n'est qu'à 50 mètres des arbres. Mais l'avion ne se trouve pas juste au-dessus. Il est en réalité à 2,5 km de là. Ça crée l'illusion que l'avion fait du surplace dans le ciel. Les experts sont effrayés à l'idée qu'on puisse être si facilement berné par ce qu'on voit et ce qu'on pense. Si un phénomène si étrange se produit, je ne sais plus ce que je dois croire. Tout de suite, une caméra de surveillance privée capture une apparition fantomatique. Ça fait peur à voir. Ça donne des frissons. La famille est terrifiée en découvrant ce rôdeur nocturne. On se dit tout de suite que c'est une apparition ou un événement surnaturel. Les habitants de la ville craignent qu'un esprit maléfique ne soit de passage. J'ai vu une apparition qui se déplaçait, quelque chose de surnaturel. Les experts redoutent d'avoir affaire à un fantôme infecté. C'est un esprit maléfique appelé Shindy. Ça se passe le 22 août 2017 à Clovis, au Nouveau-Mexique. Une des villes les plus anciennes des États-Unis. On a retrouvé des preuves d'activité humaine remontant à plus de 12 000 ans. Par une nuit tranquille, dans cette petite ville américaine, une famille repère un visiteur dans son jardin. On a vu une silhouette se déplaçant tout doucement derrière les voitures. Cette silhouette mystérieuse laisse les experts stupéfaits. Ce qui est certain, c'est que ces images sont effrayantes. Ce qui est surprenant, c'est que la silhouette est transparente. On a l'impression que la silhouette est transparente et que ses pieds ne touchent pas le sol. Et tout cela est contre nature. C'est un fantôme. William Dranginis, analyste de contenu vidéo, étudie les images. Cette caméra a filmé un sujet translucide qui semble flotter dans la rue. Ça sort du réel. Ça pourrait être un phénomène paranormal. Pourrait-il s'agir d'une apparition fantomatique ou d'une forme d'énergie qu'on ne connaît pas? Mally Fox, enquêtrice du paranormal, pense qu'une tragédie passée dans la région pourrait accréditer la théorie d'une entité amérindienne malveillante. Ça se passe au Nouveau-Mexique, terre du peuple Navajo, pour qui le monde spirituel tient une grande place. À cet endroit, avant que cette maison ne soit construite, un homme vivait là et il est mort dans sa maison. Selon les Navajos, quand quelqu'un meurt, son esprit peut revenir hanter sa maison sous la forme d'un fantôme malveillant appelé Shindy. C'est un esprit qui quitte le corps quand la personne meurt. Un Shindy est formé par toutes les facettes les plus sombres de cette personne. Le Shindy peut prendre toutes sortes d'apparences. Il peut prendre la forme d'un coyote et il apparaît dans un tourbillon de poussière. Ces esprits vengeurs peuvent s'en prendre aux vivants. Si on entre en contact avec un Shindy, on tombe malade. Ça s'appelle la maladie du fantôme. On dit que le Shindy s'en prend à un vivant et aspire son essence vitale, ce qui entraîne alors la maladie et conduit à la mort. Aujourd'hui, on compte plus de 300 000 Navajos aux États-Unis et la croyance du Shindy est très répandue. Beaucoup ont rapporté des cas de maladie du fantôme parmi leurs familles et amis.
Si ce qu'on voit sur ces images est bien un shindy, ils ont du souci à se faire. Kelly Price, biologiste, pense que ce qu'on voit sur ces images pourrait être un animal rôdant autour de la maison. Ce qu'on voit sur ces images, c'est probablement un animal. Cette silhouette semble être bipède. On a l'impression que ses bras se balancent pour accompagner la marche. Mais quel animal pourrait se déplacer sur ses pattes arrière? Mark Iannotti est directeur adjoint du zoo de la région. Il a passé 30 ans à étudier les animaux natifs des États-Unis. Selon lui, une seule espèce vivant dans la région pourrait correspondre à ce qu'on voit sur ces images. C'est le seul auquel je pense qui est bipède, qui peut marcher sur 2 pattes, comme les humains, et dont la taille correspondrait. Un prédateur qui semble de plus en plus intéressé par la chair humaine. Les ours noirs sont les seuls ours indigènes du Nouveau-Mexique. C'est l'animal emblématique de l'État. Un ours noir peut peser plus de 320 kilos. Elle se sent menacée par le bruit. Il peut charger à presque 50 km/h, plus vite que n'importe quel homme. C'est fou. Ses griffes de 5 cm lui permettent de déchirer la chair et les muscles. Madame fait des siennes. Les ours peuvent être très agressifs. Ils peuvent tuer des gens facilement. Depuis l'an 2000, on a recensé 48 attaques meurtrières par des ours en Amérique du Nord, alors que les requins n'ont tué que 15 personnes sur la même période. L'habitat naturel des ours noirs diminue rapidement, ce qui les conduit vers les villes en quête de nourriture. Les affrontements avec les hommes sont de plus en plus fréquents. En 2014, Darsh Patel, randonneur de 22 ans, s'est retrouvé face à un ours noir dans le New Jersey. Il a réussi à prendre quelques photos, quelques instants avant d'être mutilé et tué par cet ours. Pourrait-il s'agir d'un ours noir en quête de nourriture, s'approchant dangereusement de la maison sur ces images? Sur ces images, la silhouette se déplace avec assurance sur 2 pattes. Quand les ours noirs se dressent sur leurs pattes arrière, la démarche est saccadée. Ils ne se déplacent pas de manière fluide comme sur ces images. Pour moi, ça écarte l'hypothèse d'un ours noir. John DiBartolo, physicien, repère un élément qui le fait penser à un phénomène provoqué par les faisceaux lumineux la nuit. Quand on est en voiture, la nuit, de temps en temps, on voit une paire d'yeux perçants qui nous dévisagent, d'un chat ou d'un animal quelconque. Il s'agit en fait de la lumière qui se réfléchit et qui nous est renvoyée. C'est pour ça que les yeux sont si brillants la nuit. Selon le physicien, un phénomène similaire pourrait expliquer cette apparition sur les images. C'est peut-être un tissu réfléchissant qui donne cette espèce de lueur. Tout comme les yeux d'animaux, les tissus réfléchissants sont conçus pour envoyer la lumière dans la direction de sa source. On a l'impression de ne voir qu'un torse désincarné parce que le tissu réfléchissant le fait briller. La tête, les mains et les jambes contrastent parce qu'on ne les distingue quasiment pas sur ces images de vidéosurveillance. Elles deviennent presque invisibles. Tout de suite, qu'est-ce qui peut bien être à l'origine de ce trou dans la Terre? Malheureux sont ceux qui sont aspirés dans ce tourbillon. Ce n'est pas simplement dangereux, c'est mortel. Les experts peinent à expliquer ce qui se cache derrière ça. Où peut bien aller cette eau? C'est comme si elle disparaissait au centre de la Terre. La Lettonie, à la frontière ouest de la Russie, en Europe de l'Est, a connu une histoire tragique. D'abord, les croisés l'ont envahi pour massacrer la population païenne. Puis, dans l'histoire plus récente, ce sont les communistes et les nazis qui sont venus tuer la population. Les dernières décennies ont offert un répit au pays. Jusqu'à ce mois d'avril 2013, où un voyageur de passage filme une bouche aquatique aspirant d'énormes morceaux de glace en entier. C'est l'équivalent aquatique d'un trou noir. Il aspire tout et rien n'en ressort. Ce tourbillon peut nous aspirer vers une tombe aquatique.
Dès le 10 avril, attendez-vous à une saison intense, intrigante et plus vraie que nature. Canal D, tout découvrir. En Lettonie, des voyageurs tombent sur un tourbillon déchaîné qui emporte tout sur son passage. Ces images sont envoyées à Georges Kourounis, expert en catastrophes naturelles. Selon lui, on pourrait avoir affaire à un phénomène naturel extrêmement dangereux. Sur ces images, ce qu'on voit, c'est certainement une sorte de tourbillon d'eau. Ce sont des forces naturelles dévastatrices. Il y a d'énormes morceaux de glace qui sont aspirés par le tourbillon et qui disparaissent. En observant sa taille, les experts établissent qu'il s'agit d'un maelstrom. Les maelstroms sont d'énormes tourbillons d'eau. Le courant se renforce à mesure qu'on s'en approche. L'attraction devient de plus en plus irrésistible, jusqu'à ce qu'on atteigne un point de non-retour où on est aspiré jusqu'à notre tombe au fond de l'eau. La Lettonie pourrait-elle abriter un terrifiant maelstrom? En se documentant sur ces gigantesques tourbillons d'eau, Jeff Wise, journaliste, découvre des éléments sur les plus puissants maelstroms au monde. Le plus grand tourbillon au monde est appelé le Maelstrom de Salstromen et il se trouve en Norvège. Selon Georges Kourounis, les mêmes forces que celles de Salstromen pourraient être à l'origine du tourbillon letton. Le tourbillon norvégien est provoqué par des forces contradictoires qui se rencontrent lors des marées ascendantes et descendantes. À l'endroit où elles se rencontrent, l'eau se met à tourbillonner. Les puissantes énergies des marées génèrent le tourbillon, lui donnant de l'ampleur et de la vigueur. Mais lorsque Jeff Wise apprend où ces images ont été filmées, il réalise qu'un tourbillon généré par la force de la marée est impossible. Ce tourbillon se trouve en effet à plus de 150 km de la côte. Là, ça se passe dans une rivière. Et la marée n'a rien à voir avec les rivières, contrairement au courant dans les océans. Cyan Proctor, géologue, se penche sur ces images. Selon elle, un processus géologique pourrait être à l'origine de cet énorme tourbillon. C'est comme si on avait enlevé la bonde au fond de la rivière et que tout était aspiré. Donc je me demande ce qu'il y a sous terre, à cet endroit. Il pourrait y avoir une doline. Imaginez-vous une grotte souterraine qui s'effondre soudainement. Au vu de la force du tourbillon, Cyan Proctor craint qu'il n'y ait un vide gagnant du terrain sous la Lettonie. Si je marchais sur la rive, je me demanderais s'il y a un risque que le tourbillon ne prenne pas de l'ampleur. Parce que si on tombe à cet endroit et qu'on se fait aspirer, on n'en ressort pas. Les archives géologiques ne révèlent aucune preuve de possible vide souterrain dans la région. Les images sont envoyées à Carlo Munoz, analyste militaire. L'endroit où se trouve le tourbillon n'est pas anodin sur le plan militaire. L'histoire lettonne est surtout empreinte de celle d'autres nations. Le pays a été occupé par l'URSS, puis par les nazis. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les soviets sont revenus. S'il y a des bases secrètes nazies ou soviétiques, elles ne se verraient pas sur les cartes civiles. Récemment, certaines de ces bases souterraines secrètes ont justement été redécouvertes en Lettonie, des décennies plus tard. Le nom de code de l'une d'elles était Pension. Ce bunker soviétique avait été conçu pour abriter l'élite communiste en cas de guerre nucléaire. Ce bâtiment est tellement grand qu'il pouvait contenir des centaines de soldats soviétiques dans chacune des 90 pièces. La pension est un labyrinthe de pièces et de passages sécurisés de presque 2000 m², la taille de 2 piscines olympiques. Mais de nombreuses installations de la guerre froide n'ont pas encore été découvertes à ce jour. Certaines tombent entre les mains de ceux qu'on appelle les Black Diggers, des Russes cherchant illégalement des trésors de guerre de valeur. Les experts se demandent si l'eau ne pourrait pas être aspirée par l'une de ces bases oubliées, récemment rouvertes. Ce serait une explication tout à fait plausible, que l'eau soit aspirée dans un de ces bunkers souterrains.
Si c'est ce qui se passe, l'eau est en train de créer une sorte d'Atlantide soviétique. Que ce phénomène soit l'œuvre des dieux, de la nature ou de l'homme, il reste un danger mortel pour quiconque s'en approcherait trop. Le danger est trop grand pour que les enquêteurs puissent accéder sous le tourbillon. Ce qui repose sous l'eau restera donc un mystère. Si on ne sait pas ce qui se passe et qu'on ne fait rien, ça pourrait s'effondrer et on serait aspiré. J'aimerais pas que ça m'arrive.